waxaan dhawaan inoo iman doona oo wareysan doona Djibouti ayaan imika u sii socnaa wanaga diyaarad sii fushan suuqa la sii xidhan leena waxaan halkan diyaar noo ah waa Dr. Abate ambaba ninka reer Djibouti Dr. Abate ayaan isagana aan kala yeelnaa. Assalaamu alaykum. Bonjour docteur. Bonjour, salam alaikum. Aïwa, tu nous écoutes bien là? Bien, le premier, j'ai entendu un peu, j'ai plus un peu son. Est-ce que tu nous reçois bien déjà? Là, je reçois bien, oui. D'accord, parce que nous aussi, c'est bon de notre côté. Voilà donc, bonjour docteur Abate, merci d'avoir répondu présent donc à notre appel. Comme c'était marqué, on veut juste essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer avec cette machine de guerre que vous avez créée à un moment donné, qui s'était appelée l'USN, qui a soulevé énormément d'espoir, on va dire, à Djibouti. Et puis on a l'impression que très vite, rapidement, tout ça est parti en fumée. Étant donné que vous étiez un des principaux acteurs de l'USN, on voulait avoir justement votre vision. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? D'abord, résumez-nous, Dr. Abate, je sais que vous êtes dans l'opposition depuis très longtemps. Rapide, votre CV, rapidement. Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, je profite de l'occasion pour vous saluer, vous, Nidal, et les collaborateurs, et l'ensemble des éditeurs de Radio Nord. Pour ce qui est de mon CV politique, vous savez que professionnellement je suis médecin et que politiquement je suis un homme qui, depuis les années 69 jusqu'à maintenant, est dans une prison opposition au régime. D'abord au colonialisme et après au régime qui a succédé à cette institution moderne. Alors, d'abord, par les associations, je suis passé par une association de gens des affaires qui s'appelait Avenir. Après l'UDC, après on a formé un mouvement politique qui s'appelait Mouvement populaire de libération. Après, certains sont allés étudier en Europe, d'autres sont allés former un front qui était basé en Éthiopie, qui s'appelait FDLD, et lequel FDLD, vers les années 80, début des années 80, a regagné le pays avec une concession politique de la part du pouvoir, et cela a résulté un peu des pressions que le pouvoir du Berg exerçait sur eux à l'époque, lequel était lui-même soumis à la pression de la France. D'accord. FDLD a regagné le pays et puis bon, ici, ils ont constaté que à l'école qui ont fait qu'ils ont dû quitter le pays au début de l'indépendance, la fin des années 70, était très présente, et qu'il n'y avait aucune place ni pour eux, ni pour ceux qui leur ressemblaient. Disons, là encore, moi, je suis rentré de France après les études de médecine en 1982, et puis bon, comme on était des amis politiques qui se connaissaient, et puis tous les deux, nous avons fait le constat qu'il n'y avait pas de place pour certains d'entre nous. Il y en a qui ont décidé, et moi je fais partie de ceux qui ont poussé à faire ça, de regagner le maquis et former le front pour la restauration de l'unité de la démocratie. Le FRUD, oui, je rappelle que vous étiez donc à Djibouti même le porte-parole de ce mouvement. Voilà. Après, quand il y a eu la guerre et que les choses se sont envenimées et qu'il y a eu un développement où le pouvoir en place, le président républicain, la Hamas avait dit que son pays avait été envahi par des étrangers, par des milices étrangères qui venaient de l'Éthiopie, et que toute cette utilisation qui luttait contre le pouvoir, à ce moment-là, il a fallu montrer que cela, il s'agit bien de militants djiboutiens, et la preuve, c'est que moi, je suis installé à Djibouti, connu par les Djiboutiens, et je me suis revendiqué.
D'accord. Il Donc, m'a demandé d'être le représentant, enfin, son représentant exécutif, j'étais porte-parole du FRI. oui. Et après, bon, il y a eu des négociations après ensuite. Et on connaît l'histoire. Jusqu'à donc le fameux ESN. ESN qui au départ... Alors, est-ce que vous étiez au tout départ à la création même de l'USN, docteur? L'USN a été créé chez moi, dans ma maison, le 13 janvier 2013. D'accord. Et avant ça, il y a eu un certain nombre de démarches politiques qui ont fait que l'USN a été créé. Avant l'USN, au niveau de l'opposition politique, il y avait, disons, une coalition qui s'appelait UAD. Oui, absolument. Il y avait l'ARD l'UDJ et le PND, je pense. L'UDJ. Au début, il y avait aussi le petit de Mohamed Daoud, mais lui, il avait été... Oui. Parce qu'il avait eu des différences sur la façon de vivre. Il avait préconisé le boycott. Après 2003, où les élections ont été pas remportées réellement par l'UAD, mais que le pouvoir a inversé le résultat. Depuis, ils ont dit non. Et de là, d'ailleurs, c'était la même chose en fait. C'est passé aussi en 1999, dans les élections présidentielles entre Ismaël Omar et MC et son challenger. D'accord. Alors, disons que là, il y avait l'UAD qui préconisait le boycott et cela a duré, je crois, 10 ans. En 2013 et en 2012, il y avait un mouvement, disons, qui disait, bon, écoutez, ça ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas regarder le pouvoir rafler les élections auquel il est le seul participant. Absolument. Et maintenant, il faudra qu'on participe à ces élections, aux prochaines élections, c'était les élections de 2013. À ce moment-là, il y avait l'ARD, qui préconisait la participation aux prochaines élections à Brazzaville en février 2013. Et ils avaient formé une structure qui voulait un peu une société pour le changement. Et il y avait Mohamed Daoud avec son parti PPD et Amar Al-Awali, il y avait aussi une autre petite coalition. Et comme les élections s'approchaient, Gabi refusait l'idée de participer aux élections. Et il expliquait en fait qu'il voulait le faire était des traîtres. Tout début. Et il n'y avait pas de dialogue possible à partir d'un certain moment entre l'ARD et l'UDJ, qui étaient tous les deux membres de la coalition de l'UAD. Et ils ne pouvaient pas se sentir. Bon, pour ceux qui est du NRD, DAF est refusé en Europe, et ses amis aussi étaient sur la même ligne que, je crois, l'UDJ, ils refusaient de participer. Pendant là, il y a eu la création du modèle en novembre 2012. D'accord. Et moi, je suis un des fondateurs du modèle. Et le modèle qui venait d'être donc créé, on a eu des discussions entre nous. D'accord, on crée un parti. Bon, c'est pour faire quoi? Et on a dit, bon, il fallait avoir une influence sur la situation politique. Alors, on vous entend un peu mal, excusez-moi. Là, c'est très important ce que vous allez nous dire. On vous reçoit un tout petit peu mal, si vous pouvez vous rapprocher peut-être du combiné. Alors, création du modèle, vous me disiez, en 2012. En novembre 2012. D'accord. Création du modèle en novembre 2012. Là, vous m'entendez bien? Oui, là, c'est bon. En novembre 2012. Donc, je vous ai décrit la situation, la première situation, il y avait l'UAD qui était divisée sur la participation aux élections, aux prochaines élections. D'accord. Une partie de l'ARD préconisait dans sa participation et une autre, Gabi, qui était accompagnée par le NRD, refusait de la participation à ces élections. D'accord. Donc, il y a eu, à ce moment-là, la création du modèle, cette partie, qui a été créée, et puis, dans les discussions, moi, je suis un des fondateurs de ce parti. Oui. Et on a eu une discussion intéressante sur ce qu'on allait faire par rapport aux échéances électorales qui se présentent dans ce pays. En fait, tout le monde sait comment les choses se passent. Mais ne faut-il pas, disons, montrer à la population qu'il y a une velléité de changement
par des forces politiques dans le pays et dire à la population, maintenant, vous devez montrer, il y a un espoir qui est là, et il faut, saisir l'occasion de ces élections pour montrer le pouvoir du peuple qui a tourné le dos. À ce moment-là, donc, une fois que la décision de participer à ces élections a été prise par Modi, nous avons fait les démarches au niveau de toutes les structures politiques d'opposition qui existaient à l'intérieur du pays. On a vu des gens de la RD, on a été voir Naïl Déby, on a été voir Ahmad Daoud et Aman Roblé, et tous on a tenu le même discours. Ça ne sert à rien d'être chacun de son côté. Il fallait constituer une coalition unique. Et pour marquer, disons, l'histoire, il fallait que c'était les élections prochaines. C'était en novembre, c'est entre novembre et décembre 2010. Il fallait que l'opposition participe de manière unie aux élections. D'accord. Disons que l'ARD était déjà convaincu de la nécessité de le faire, et Ismaël Déby, disons, jusqu'au dernier moment, refusait, mais il a fini par accepter finalement, parce que lui, il disait, nous n'avons pas les hommes nécessaires pour pouvoir mener ces élections à bon terme. Et le modèle lui disait, les hommes, c'est nous qui les amenons, et il faudrait absolument participer à ces élections, et il a fini par les convaincre. D'accord. Donc, Ahmad Daoud et Aman Roblé aussi, ils étaient favorables aux élections, à la participation aux élections. Donc, pour eux, c'était aussi une occasion de rejoindre la nouvelle coalition qui allait se constituer. Et nous allions former la coalition, et disons, la réunion de fondation de cette coalition en décembre 2012. D'accord. Mais à 2 ou 3 reprises, Naïl Déby nous avait demandé de reporter cette réunion, parce que DAF lui avait demandé de retarder cette réunion pour qu'on puisse participer à la création de cette unité. D'accord. Oui, effectivement, il était ici et voulait venir à Djibouti. Ok. Il voulait venir à Djibouti. D'accord. On a la réunion il est rentré le 13 janvier, je crois, 2013 à Djibouti. Parce que Naïl Déby nous avait demandé d'être sur là, et nous n'avions aucune objection par rapport à ça. Et on a créé l'ISN dans ma maison le 16 janvier 2013, et on a donné à Déby, lui, donné au fait qu'il fallait demander à ce que l'IAD, la dénomination IAD soit gardée. D'autres disaient non, c'est une nouvelle époque, c'est une nouvelle coalition, il fallait donner un autre nom. Donc nous avons choisi le nom de l'Union, disons l'ISN, l'Union de l'Australie nationale. C'est comme ça que le site a été fondé. À partir de là, c'était donc le 16 janvier, et les élections c'était le 23 février. Donc nous sommes entrés dans la préparation des élections, et nous avons gagné ces élections au Léman. D'accord. Alors justement, là tout le monde est plutôt d'accord pour dire que vous avez gagné ces élections, que les résultats ont été truqués. Là, ce qu'on a remarqué, c'est 2 choses. D'abord, c'est les gens du modèle qui ont le plus payé, on va dire, entre parenthèses, puisque 3 d'entre vous se sont retrouvés en prison pendant 18 mois. Alors, ça, c'est maintenant, je vais vous raconter un peu l'histoire de la fondation de l'ISN. Une fois l'ISN formé, il y a eu la campagne électorale, et le gouvernement a été complètement abasourdi de voir que toute la population se retrouvait du côté de l'ISN. Et dans cela, ils ont dit que la dynamique nouvelle qui attirait la population était due justement au travail politique que le modèle faisait au sein de la population. Et plus particulièrement à ceux qui avaient, disons, un aura morale au sein de la population, c'était les 3 chefs. Le dieu Abdurrahman et le chef Guiré. Voilà. Et au moment, ne s'est pas trompé. Sur ça. C'est pour ça qu'il s'est passé directement vers la fin de la campagne, sans attendre la fin des élections. Vers la fin de la campagne, il s'est déjà attaqué à ces 3 chefs et il les a emprisonnés pour chef Guiré juste avant les élections et pour les 2 autres chefs juste après les élections.
D'accord. Par la suite, là, et c'est là où on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ce qui s'est passé, c'est que les gens de l'USN, donc vous avez refusé d'accepter les résultats. Et vous êtes rentré dans une période de défiance par rapport à ce gouvernement. Jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et là, on n'a pas trop bien compris pourquoi. Pourquoi avez-vous décidé d'accepter de rentrer dans le Parlement? Allô? dhegeystayaal waxaan weyneyd waa khadka telefonka naga yargay waan ku celinaynaa dhowaan khadka telefonka ayaa naga yargay waayo waa toos waxaan u sameynaynay weeyaan marka khadka iska yara xun khadkii baan dib anigu celinaa orjigii baan leenahay dib u garaac marka dib baa loo garaacayaa markaa dhegeysta waad naga raaliyaanaysiin halkaad ka dhegeysanayseen dhegeystaha ambaba siyaasiga reer Jabuuti halkaad ka dhegeysanayseen waa radio Altanaad ambaba barnaamijkeeni nabadna dhegeystaan isagoo waxyaalo badan carabka ku dhuftay ambaba USN xisbigii berigii la baxay ee 2013 foodkii berigii Jabuuti ka qayb galay weeyaan waxaan maantaan halkan ku wareysanayna dhegeystaan isagana waad la dhegeysanaysiin waxa leeyahay khadku waa sax u hagaagay khadkii dhegeystayaal halkii ay wareysigii inooga sii soconaya dhegeysi wacan. Allô, donc je reprends. Rebonjour, docteur Abaté. Vous êtes bien avec nous? Bonjour, oui, tout à fait. Ok. Donc c'est là où je reprends. Les résultats sont sortis. Vous avez décidé de vous défier de ce pouvoir en place. Vous n'avez pas accepté les résultats de ce vote. Il s'est passé un long moment où personne, je dis bien personne de l'USN n'a siégé à l'Assemblée nationale. Et il y a eu quelque chose de formidable. Justement, cette défiance-là, tout à fait pacifique, a réussi, mais alors là, à vous rendre populaire d'une façon absolument extraordinaire. Et puis, patatras, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avez-vous décidé de rentrer, je le dis, sans condition à l'Assemblée nationale? Alors, pour la première fois dans l'histoire des élections djiboutiennes, l'USN avait des résultats, bureau par bureau, du processus électoral. Et nous mettions en avant ces résultats pour montrer aussi bien à la population qu'à l'opinion internationale que l'inversion des résultats au dernier moment, le soir des élections, était, disons, une manipulation du pouvoir, oui. Et que l'USN avait bien gagné ces élections. Et d'ailleurs, la preuve aussi, c'est que il y avait un mouvement qui s'appelait, un parti qui s'appelait CDI, M. Omar Elmi, qui avait, lui, participé de ce côté à l'élection sans être dans la coalition de l'opposition. Et au moment des résultats, l'UMP lui avait demandé de retourner la victoire de l'UMP. Il a refusé. Et il a dit, moi, j'ai pas gagné les élections, c'est vrai, mais c'est l'USN qui a gagné les élections. Et d'ailleurs, ça lui a coûté, disons, des menaces du pouvoir, ce qui ne l'a pas changé, ne l'a pas fait changer la vie. Et il a, par la suite, donc, rejoint l'USN pour pouvoir mener le combat avec l'opposition. D'accord, mais alors, pourquoi avoir accepté? Un autre mouvement, excusez-moi, qui s'appelait le RAD, M. Pays, oui, qui avait, disons, gagné les élections communales et qui avait vu qu'il n'est pas à l'UMP dans ce pays. Même si on gagne les élections, on ne peut pas faire le travail pour lequel on a été élu par la population. Et ils avaient rejoint, et avant la fin des élections, comment on appelle, l'USN. L'USN, absolument. Alors, donc, avec le résultat en main, l'USN a fait des réunions, et on se réunit, on a dit, bon, ok, c'est bien, une nouvelle coalition. Avant cette coalition, chacun était de son côté. Maintenant, il faut commencer à apprendre à travailler ensemble. Et pour travailler ensemble, il nous fallait structurer cette coalition qui n'était que le phare au début pour pouvoir mener un combat d'opposition de long terme. Et c'est pour ça que nous avons créé ce qu'on a appelé le Haut Conseil. Le Haut Conseil de l'USN, donc la direction de l'USN. Nous avons nommé M. Daff comme étant porte-parole de l'USN.
Et on a nommé M. Eif, secrétaire général, D'accord. M. Ahmed Souf, président de l'ISF. El Gabi, quant à lui, il avait choisi d'être tête de liste des élections législatives. Donc, avec cette structure-là, nous avons discuté de la manière la plus démocratique qui soit, avec l'ensemble des députés que l'ISN avait choisi, de savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on participe aux législatives, parce que le pouvoir, lui, il a dit, l'UMP a gagné 49% et l'ISN 46%. Et avec ces 46%, la loi électorale qu'ils avaient contestée auparavant leur permettait d'avoir, disons, 80% des sièges. Oui. Même si, d'après leurs résultats, hein, même s'il y avait deux points de différence. Donc, ça nous donnait, disons, 10 députés. 10 députés à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on siège à cette Assemblée ou bien on refuse et on continue le combat pour essayer de créer une mobilisation populaire pour que la lutte continue de manière pacifique dans le pays. Alors, jusqu'à, disons, 2 ans. Oui, mais là, pendant presque une année, vous avez refusé. Pourquoi avoir accepté à un moment donné? Qu'est-ce que ça... voilà, 2 ans. Qu'est-ce qui a changé? 2 ans. Pourquoi finalement accepter ces 10 postes? Je vous explique comment les choses se sont passées. Alors, pendant 2 ans, il y avait une petite minorité au sein de l'ISL qui préconisait, disons, du moment que les choses sont faites, maintenant il faut présenter à l'Assemblée et mener des combats au sein de l'Assemblée nationale. Et la majorité disait non. À ce moment-là, disons qu'il y avait aussi les chefs qui étaient emprisonnés et on a le pouvoir à demander, à négocier sur les litiges qui nous, comment dire, qui nous divisaient qu'il y avait entre nous et le pouvoir. Et il y a eu des négociations qui a été lieu au sein du ministère de l'Intérieur entre une délégation de l'ISN et une délégation du pouvoir. Et nous avions compris à la libération de chefs et puis un tas de points que nous avons publiés plusieurs fois dans lesquels nous demandions des réformes démocratiques à court, moyen et long terme. Et le pouvoir, quand il n'a pas pu, disons, nous diviser, il a fini par accepter ces conditions. Il a fini par accepter ces conditions. Et disons que en décembre 2014, c'est bien en décembre 2014. Oui, les fameux accords cadres. Les fameux accords cadres, où on a décidé, la seule exigence que le pouvoir que Ismaël Omar avait, c'était que les députés regagnent l'Assemblée nationale. Voilà. Le reste, on va faire tout ça. On va faire. L'essentiel, c'est qu'ils gagnent. Et de là, disons que les chefs qui avaient été disons, condamnés à 18 mois de prison ont été déjà libérés. Et nous avons dit, bon, écoutez, à la fin, on a fait l'expérience de la résistance à ça, parce que maintenant, il ne faut pas essayer autre chose, parce que la politique, c'est quelque chose de dynamique, c'est pas statique, on ne peut pas essayer. Et il y avait aussi les observateurs internationaux au niveau de Djibouti qui faisaient pression sur nous pour nous dire il faut regagner l'Assemblée, il faut jouer les jeux démocratiques, et il faut, etc., etc. Et finalement, il y a eu cet accord cadre où on a décidé de participer à l'Assemblée nationale. Voilà. D'accord. Bon, accord cadre passé, mais il n'a jamais été appliqué, cet accord cadre, docteur. Tout à fait. Alors, c'est ça le problème. C'est que c'est une tradition. C'est une tradition au niveau du pouvoir, disons RPP, pour ne pas personnaliser les choses. À qui la France a donné ce pays à l'indépendance. D'accord. Et chaque fois qu'il y avait un problème politique, et cela devenait de manière, disons, assez aiguë, et qu'il faut aller, disons, essayer de trouver une solution politique aux raisons qui ont fait que ce problème existe, le RPP a toujours dit, on va faire la paix. On va accepter vos conditions.
Et dès que les choses, l'autre partenaire avait accepté ces conditions en disant, bon, ok, on fait la paix, nous faisons ce que nous devons faire, et le pouvoir fera tout. Jean-Claude Côté a toujours refusé d'exécuter les plans. Nous avons cette expérience. L'USN, il y avait des gens, qui n'avaient pas cette expérience, d'accord. Nous qui n'avaient pas cette expérience, mais nous avions cette expérience d'abord avec le FRUD 1, 1994. Oui. Il y avait eu encore. Bon, rien de tout ça n'a été fait. Après 2001, avec le FRUD d'Ahmadine. Le FRUD, donc, M. Ahmadine, Allah Rahmo, il n'y avait pas, il n'y avait rien qui avait été réalisé. Bon, on a dit que ça, c'était des, peut-être, un problème que l'on attribuait à une opposition à Farissa. Maintenant, c'est une coalition regroupant beaucoup de gens et peut-être que le pouvoir va être plus conciliant. On a fait cet accord, ça s'est terminé exactement comme auparavant. C'est la nature du pouvoir qui est là. Pourquoi les choses sont compliquées? C'est parce que c'est la nature de ce pouvoir. Oui, que vous connaissiez, et pourtant. En tout cas, alors, par la suite, et c'est là où aussi il y a eu quelque chose de terrible. Bon, vous avez fait votre rôle d'opposant donc au Parlement, même si cette opposition ne ressemblait qu'à peine 20%, même pas. Évidemment, tout ce que vous pouvez dire ou autre ne servait à pas grand-chose. Toujours est-il que arrivent les élections présidentielles. Et là, je vous avoue que non, on a été même plus qu'étonnés, je veux dire. Voilà, vous nous parliez au tout départ de l'USN, la création de l'USN et ainsi de suite. Il y avait donc les leaders naturels, on va dire, qui ont créé cette USN. D'autres sont venus se rajouter. Et puis par la suite, qu'est-ce que l'USN nous présente comme candidat? Monsieur Omar Al-Mikhere, indépendantiste, faut-il le rappeler. Mais enfin, quand même, je veux dire, il y avait quand même d'autres qui auraient pu prétendre à se mettre en face de monsieur Ismaël Omar Guelleh. Vous, par exemple, monsieur Abate. Et cette fameuse union a complètement explosé. Déjà, bien avant l'explosion de l'USN. À savoir que monsieur Daf et son parti, le MRD, avaient déjà décidé de se retirer et de ne pas participer à ces élections-là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Alors, l'USN, comme je l'ai dit tout à l'heure, était au départ une coalition électorale de l'opposition judiciaire. Le cheminement de l'USN, par la suite, a consisté à essayer de transformer ça à une coalition politique. Oui. Pour le changement démocratique et pour l'avènement d'une alternance pacifique à Djibouti. D'accord. Or, les choses se sont envenimées par la suite parce que le pouvoir, qui au début, disons, était un peu craintif, donnait de plus en plus d'assurance et il a commencé à faire une répression systématique sur toutes les activités politiques de l'USN. Et, parallèlement, essayer de regagner, d'acheter une partie des sympathisants ou des militants de l'USN pour essayer d'affaiblir le mouvement. Et dans ce contexte, il y avait déjà des frictions au sein de l'USN. Il y a des gens qui sont venus à l'USN avec des idées préconçues, qui essayaient peut-être de se mettre en avant dans ce mouvement. Et il y en avait d'autres. Oui, à un moment donné, on avait même sorti le fameux terme, vous serviez c'était une machine de recyclage, hein? Recyclage? Bah oui. N'importe qui pouvait venir, et vous le présentez comme un, je ne sais pas trop quoi et tout et tout. Tous les mécontents, on va dire, du système pouvaient venir et puis se réclamer de l'USN. Bien sûr. Donc, à partir du moment où on dit qu'on est opposant et qu'on est contre le système et que l'USN ne voyait pas d'un mauvais œil que ces rangs grossissent. Je vous explique par rapport à ça, à la fin de l'USN.
Moi, si je dois résumer, je veux dire que l'USN est morte d'une mort naturelle. Pourquoi? Ah, Parce que personne ne l'a tué. Personne ne l'a tué. Ce n'est pas le pouvoir qui l'a tué. Ce n'est pas la répression qui a tué l'USN. C'est que l'USN ne pouvait plus exister telle qu'elle a existé. Et elle est morte de cette façon. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui avaient pour ambition, disons, de se lancer dans l'USN. Il y en avait d'autres qui disaient, écoutez, il ne faut pas qu'on mène une guerre pour pouvoir, s'affirmer en tant que leader de l'USN. L'USN n'a pas réussi à se donner un leadership. Exact. Un leadership reconnu de la coalition. Il y avait des ambitions politiques individuelles inconciliables au sein de l'USN. Donc ça créait des frictions. Il y avait des gens qui avaient l'expérience négative de l'utilisation des réseaux sociaux, qui s'attaquaient aux dirigeants, aux amis avec lesquels ils sont en réunion presque 2 fois par semaine pour détruire ces personnalités plutôt que d'essayer de détruire le pouvoir. Le pouvoir lui-même. Et pour pouvoir être seul à émerger par rapport à ça. Donc, il y avait des frictions simples qu'il était difficile de pouvoir continuer à travailler ensemble. Arrivent les élections présidentielles, et là, tout a explosé au grand jour. Oui. Monsieur Daf dont vous parlez, au début, quand le Haut Conseil a discuté de la nécessité ou pas de participer à ces élections, de manière unanime, le Haut Conseil, y compris ce DAF, avait décidé de participer à ces élections. Vous m'entendez bien? Avait décidé de participer à ces élections. Il y avait après l'étape suivante qui était de dire, alors qui est le candidat de l'USN? Absolument. Et à ce moment-là, quand il a vu qu'il ne pouvait pas être ce candidat, DAF s'est précipité et il s'est retiré de la coalition et il a dit, moi, je boycotte. Pourtant, il savait très très bien qu'il ne pouvait pas se présenter. Pourquoi? La Constitution le lui interdit, tout simplement. Vous jouez le jeu d'un système où un double national ne peut pas se présenter. Je veux dire, ça paraissait très clair. Il paraît qu'il pouvait renoncer à la nationalité française, belge ou nationale française, je ne sais pas, en tout cas européenne qu'il a. D'accord. Et donc garder la nationalité djiboutienne et il s'est présenté. En tout cas. D'accord. Pour montrer un peu l'importance du jeu personnel dans cette affaire. Lui, il s'est retiré de cette manière. Restaient tous les autres. Tous les autres étaient d'accord pour pouvoir choisir un candidat parmi eux. Et être candidat aux élections présidentielles, Nidal, suppose beaucoup de moyens à Djibouti. Et ce que je n'ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est que l'opposition politique djiboutienne pauvre, elle n'a aucune aide. Oui, ça, malheureusement. Ni de la population, ni de ceux qui prétendent vouloir soutenir l'avènement de la démocratie en Afrique. C'est-à-dire les Européens, les Américains ou autres. Tous ces gens-là. Et nous de la diaspora, on prend aussi. Et nous de la diaspora, on prend aussi notre responsabilité. Et de la diaspora, nous avons reçu un point, un franc ou un euro de la diaspora pendant la guerre. Par contre, les critiques, les propositions, les positives parfois, négatives la plupart du temps, ça, c'est quelque chose de tout à fait. Nous avons fait l'expérience. Exact, je reconnais. Alors, ceux qui sont restés au sein, une fois que là c'est sorti, il fallait choisir un candidat. Et, bon, il y a un monsieur qui s'appelle Omar Elmi, il a dit je suis candidat. Il y a un autre monsieur qui s'appelle Adan Abdou, de la RD, il a dit je suis candidat. Au conseil, ça allait discuter de ça. Et bon, à ce moment-là, Basra, comment il s'appelle, Keïch, était en prison. Il avait été emprisonné dans ce fameux hold-up qu'il y a eu sur la direction de l'USN au moment de la Et
les autres, il y avait quand même ses représentants, et tous les autres, on a dit qui est candidat. Pour moi, personnellement, je n'avais pas les moyens d'être candidat. Parce que l'USN n'avait aucun moyen de dire, de faire en sorte qu'un candidat en son sein soit soutenu, financé par elle-même. Il fallait que le candidat apporte les moyens. Et vous savez que nous, les affaires dans ce pays, nous subissons une exclusion plus que les autres, aussi bien sur le plan politique, sur le plan économique surtout. Vous n'avez pas trouvé un seul riche affaire dans ce pays après 40 ans d'indépendance. Et le pouvoir veille bien à cette surveillance. Donc moi, personnellement, je n'avais pas ce moyen. Donc je ne me suis pas aventuré à embêter l'USN en disant je suis candidat alors que je n'ai pas les moyens de l'être. Et il y avait un frère, M. Adam Abdo, qui a dit, disons, vice-président de l'ARD, qui a dit je suis candidat. Omar Elmi qui a dit je suis candidat. Moi, personnellement, je savais que Adam Abdo n'avait pas les moyens, tout comme moi, d'être ce candidat. Alors que Omar Elmi, c'est quelqu'un dont j'apprécie l'histoire, c'est un indépendantiste. Oui, oui. C'est dans la lutte armée qui a combattu militairement au tout début de la lutte armée avec les fruits et qui s'en sert dans ses engagements. Donc moi je dis, personnellement je soutiens Omar Elmi. Je sais qu'il n'est pas apprécié par d'autres, mais ça c'est leur affaire. Et ce monsieur était l'homme peut-être le plus sincère parmi les gens qui restent. Il ne faut pas voir que le verbe des gens quand ils parlent, ou bien, disons, le profil universitaire ou autre. Ce monsieur, il avait le soutien de la majorité du Haut Conseil. Il y a eu des élections. Il y a eu des élections au sein du Haut Conseil, où il était resté 9 personnes. M. Omar Elmi a eu 6 voix, et M. Adam Abdo a eu 3 voix. Le président Ahmed Youssouf Allah Yarhamou, qui était président de la RD en même temps, président de l'USN, a constaté et déclaré que le Haut Conseil de l'USN a donc choisi effectivement, monsieur. On se rappelle de ça. Omar Elmi est le candidat de l'USN. D'accord. L'ARD, Adam Abdo et l'ARD, ils ont dit ok, du moment que ce n'est pas notre candidat qui est choisi, nous abstenons. Et ils ont dit on s'abstient. Ils n'ont pas fait campagne contre l'USN. Par contre, DAF et ses éléments, pendant un mois, ils n'ont fait que combattre l'USN, ou les candidats de l'USN. Vous n'avez qu'à faire un petit rétrospective de toutes leurs campagnes contre l'USN. Pour ces gens-là, du moment que ce n'est pas eux qui sont les leaders de l'USN, il faut détruire l'USN. Peu importe le fait qu'ils aient eu un certain temps un passé commun avec ces gens-là. C'est bien dommage, et voilà comment on casse l'espoir de tout un peuple. Tout à fait. Mais malheureusement, c'est comme ça que les se sont passés. Donc on a fait campagne. Et on connaît le résultat, malheureusement. Docteur, vous allez m'excuser parce qu'on a vraiment très très peu de temps là qui nous reste. Je voulais juste avoir aussi rapidement, par contre, s'il vous plaît, l'USN est morte, Allah yarhameh. De mort naturelle. Non, mais ça je le retiens. Ça je le retiens. Surtout venant d'un docteur, c'est très parlant. Et là, par contre, il est quand même, vous n'allez pas laisser le terrain aussi libre que ça. Il faut quand même essayer de réveiller un peu tout cet espoir. Et tout cet espoir passe nécessairement par l'union de tous les opposants. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une espèce d'union qui est possible? Et avec qui? Ben justement. Moi, je crois que la génération dont nous faisons partie doit laisser la place à une génération plus saine. Et s'il y a, je n'en vois pas, malheureusement, mais s'il y en a, il faut qu'il y ait des gens qui soient plus engagés pour pouvoir, disons, reconstituer la confiance, d'abord entre eux, et après entre eux et la population. Pour ce qui est de notre génération, moi je crois que nous avons fait tellement de,
on a été tellement combattus. Nous avons et nous continuons à être combattus aussi bien par le pouvoir que par les soutiens du pouvoir, j'insiste sur ce point, que si nous voulons donner une chance, une alternance politique à la population de Djibouti, nous devons nous effacer et laisser la place et la chance à une autre génération. Voilà ma position. Merci. Si ceux qui devraient faire la même chose que l'USM, ce n'est pas la peine, ça ne marchera pas. Merci. Un constat un peu sévère, mais bon, ben, merci beaucoup en tout cas, docteur. Merci d'avoir répondu. Et à un de ces quatre, Inch'Allah. De toute façon, on sera obligé à un moment donné de vous rappeler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Abaté. Merci, assalamu alaikum.